Allez, c'est ok. Ça, c'est pas, quand tu commences à filmer, là, c'est bon. J'ai oublié mon portefeuille. Non, je l'ai pas perdu, je l'ai oublié au McDo. Non, mais c'est une belle La phrase, c'est quoi la phrase? Je suis parti super vite, moi. Mais oui, je t'ai plus vu, j'étais Non, là-bas. il y a eu de gros problèmes de transport, il n'y a plus de transport pour aller à Marseille. Ah merde. Donc j'ai couru pour D'avoir des essayer serrés, de... tu viens assez serré et après, pas pendant 3 ans, 4 ans. Ouais, mais c'est ça. Monsieur Alain Simon qui n'est même pas venu me voir pour monter Ouais, son spectacle solo. Je suis désolé, je ne peux plus rien voir. Ouais. Je suis totalement pris par ce que je fais et je suis désolé. Ben voilà, ben moi c'est ce que des fois je suis en pause comme cette. Mais moi, je ne suis pas en pause. C'est pas. Ah, ça va trop vite. Bon, allez, C'est vrai que ça va trop vite entre nous. Quoi. qui donne le signal, moi je filme. Donc, Qui donne le signal? tout le monde est prévenu? Qu'est-ce qui donne le signal là? Simeon, tu dis on y va, mais j'aimerais bien qu'il y ait un start. Ouais, allez. Hop. Allons-y. Bonjour à tous. Vous allez assister à la restitution du travail fait à Châlons. C'est un travail un peu particulier où les comédiens de la compagnie d'entraînement sont venus passer 4-5 jours sur Chalon-sur-Saône avec une question à caractère social. Et ils ont été lâchés dans la ville pour aller à la rencontre des Chalonnais et avoir d'éventuelles réponses. Donc les questions sont assez larges. Ils sont trouvés, perdus, retrouvés. Et puis à la fin, on fait une petite synthèse de tout ce qu'ils ont vu et récolté en croisant les habitants de la ville. Donc je vais vous demander, on va se décaler vu que c'est un travail qui a été fait essentiellement en extérieur. En visitant la ville, ils étaient hébergés un peu à la sortie de la ville dans un vieux port désaffecté. Et chaque jour, ils venaient en ville à la rencontre des habitants pour aller récolter des réponses à leurs questions. Donc du coup, on va nous aussi traverser le gué et aller sur la place. On va être amené à cheminer, un peu comme eux ont cheminé sur Chalon pendant 15 jours. Tout va bien, ta répétition? Ça va. Ça s'approche. Vendredi prochain. Vendredi prochain, dans une semaine. Bienvenue à Chalon.
Je vous amène près de cette fontaine parce que j'ai effectué mes recherches près de la Saône, à Châlons. Et je suis ici avec mon parapluie aussi parce que il pleuvait au début de la semaine. Et j'étais aussi avec mon carnet. J'ai noté ici toutes mes rencontres, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et la question que je me posais tout simplement, c'était où vont les jeunes à Châlons, où est-ce qu'ils se retrouvent, quelles activités ils font. Voilà. Et le premier jour de la semaine, c'était mercredi. Et ben, il fait froid aujourd'hui et j'ai les pieds trempés. Je vais commencer mes recherches. Ah, bonjour monsieur. Je viens vous voir parce que... est-ce que vous avez du temps déjà? Oui, bien sûr. Très bien. Ici. Voilà, je viens d'arriver dans cette ville et je me demande où vont les jeunes, où est-ce qu'ils se retrouvent. Voilà, et ce que m'a répondu la personne. Oui, il y a différents événements, des parcs, le McDo. On s'ennuie vite ici. D'accord. On s'ennuie vite. Bon, pas très positif de ça. Bon bah merci monsieur. Et j'ai rencontré une autre personne qui était en train de prendre une photo. Bonjour monsieur. Je vous ai vu prendre une photo. Tenez, prenez ceci. Vous êtes photographe? Non, amateur. Non, amateur. Bon. Je viens vous voir parce que déjà vous m'intriguez ce que vous prenez des photos et je me demandais quel regard vous aviez sur la ville et même est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous avez observé chez les jeunes ici? Est-ce que vous avez vu des endroits où les jeunes se retrouvaient plus et qu'est-ce qui vous intéresse ici? Ah bah je suis là juste pour voir ma famille. Je prends juste quelques photos comme ça. Bon. Bah merci monsieur. Bonne journée. Bon, et ben les recherches, on les a faites en partant du port. On a vécu tous pendant une semaine dans un port. Et pour tout simplement répondre à nos questions, il fallait sortir et aller à la ville. Je vous emmène par là. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez à la présentation? Bon. Alors moi je suis la concierge du théâtre des ateliers. Et ça c'est mon ami qui vient discuter souvent avec moi. Et on prend le temps de discuter de ce qu'on veut et on accueille les gens. Ça dépend des jours. Là ce soir vous êtes là, on est là, c'est bien, ça tombe bien. Alors la présentation ce soir est gratuite. Content de vous l'apprendre. Je pense que vous êtes content que ce soit gratuit. Oui, oui. Ah oui. Alors moi il se trouve que je suis là aussi beaucoup parce que c'est gratuit. Parce que j'étais allé au Théâtre du Bois de l'Aune pendant toute une saison où c'est gratuit les spectacles. Et puis il y a eu, à force d'être habitué là-bas, on m'a dit la semaine prochaine il y a un atelier de théâtre avec Alain Simon, c'est gratuit, vas-y, inscris-toi. Alain Simon, super, j'y vais. Du coup j'ai fait l'atelier et puis après j'ai fait l'année. J'ai suivi tout ce qu'a fait la compagnie d'entraînement pendant toute l'année parce que c'était gratuit. Et puis
après, je me suis inscrit à la formation, enfin, j'ai candidaté. Et c'était possible parce que c'était gratuit. Si ça avait été payant, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Et donc c'était une belle histoire et je suis très content que ça existe. Et en allant à Châlons avec le théâtre des ateliers, je me suis dit, est-ce qu'à Châlons, il existe la même chose? Des histoires dans lesquelles on peut rentrer gratuitement et puis voyager, faire plein de choses. Alors voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y a des choses gratuites à Châlons? Alors je suis allé voir les gens pour leur demander s'il y avait des choses gratuites. La première chose que j'ai fait, c'est comme tout le monde, je suis allé à l'office du tourisme. Parce que c'est ouvert, parce qu'il y a des gens qui te répondent, qui sont payés pour ça. Mais bon, les gens qui sont payés pour ça, en fait, ils te donnent les réponses, pas des réponses aux questions que tu te poses, ils te donnent les réponses qu'ils ont déjà. Et au cas, des fois ça correspond à ta question, mais là, elle m'a dit, il y a des balades qui sont... C'était une dame. Elle m'a dit, les balades, c'est gratuit. Vous pouvez regarder, vous avez des circuits de balades et les musées. C'était pas mal, hein. Mais balader, je faisais déjà, j'avais pas besoin de lui demander. Les musées, bon, j'étais dans un ou deux musées, mais je trouvais pas ça très rigolo. Et puis après, j'ai été voir, j'ai creusé un peu dans les rayons. Et il y avait les programmes des théâtres. Alors je me dis peut-être que comme le Bois de l'Aune, il y a un théâtre où c'est tout gratuit. Et puis ouais, il y avait le conservatoire, l'espace des arts, des grandes institutions, et il y avait des soirées gratuites. C'est pas mal. Hein, des soirées, alors non, c'était pas gratuit, c'était... Entrée libre. Entrée libre. C'est plus liberté, entrée don. Et bon, c'était ça, mais bon, moi, il n'y avait pas de spectacle gratuit les 4 jours où on y était, quoi. Alors je dis, oh, ça fait pas beaucoup, quoi. Alors après, on m'a dit, mais si, mais il y a Châlons dans la rue, c'est gratuit, vu que c'est un festival de théâtre dans la rue. Alors c'est gratuit. Alors, je dis, il y a quand même des trucs gratuits. Bon, j'étais rassuré, et donc j'avais l'impression d'avoir un peu rempli ma mission. Je me suis dit, il y a quand même des choses gratuites aussi à Châlons, nous ne sommes pas une exception culturelle à Aix-en-Provence. Nous sommes comme tout le monde. Chose que tous les Aixois ne savent pas. Et puis bon, après, le lendemain, on devait aller au marché. Bon, moi, je me suis levé un peu plus tôt, je vais au café avant d'aller faire quoi que ce soit. Je vais au café lire mon journal, une vieille habitude de journaliste, parce que lire le journal, il n'y a que les journalistes qui lisent tout le temps le journal. Hein. Les journalistes ne font que ça. Les gens qui font du théâtre vont voir des spectacles, les journalistes lisent, ça marche en boucle. Bon, alors, je suis allé au café et il n'y avait pas de journal. C'était les vacances, le buraliste en face était fermé. Elle me dit, elle était toute seule, la dame du café. Alors je dis, non, mais moi je vais aller acheter un journal, dites-moi où il y en a un peu plus loin. Elle me dit, prenez-en pour moi aussi. Je dis, je vais prendre le même, hein, que je l'achèterai, puis je vous le laisserai. Elle me dit, non, mais du coup je le paye. Je dis, ok. Donc je suis allé acheter un journal, j'ai commandé mon café, j'ai lu mon journal, j'ai bu mon café, et en partant elle m'a dit, non, mais le café c'est bon, c'est gratuit. Incroyable, je cherche plus et je trouve quand même des choses gratuites. Alors que j'avais pas discuté de gratuité avec la cafetière, quoi. Ah, je me suis dit c'est marrant, quoi. La serveuse. Non, c'était pas la serveuse, c'était la patronne. La patronne. La patronne, mais la patronne de quoi? Oui, cafetière, cafetière. La cafetière. Ah, le public est dur aujourd'hui, hein. Bon, cette cafetière était très agréable, elle s'appelait Maggie. Maggie, on a une pensée pour toi. Du coup, après, je suis allé quand même rejoindre les amis au marché. Je suis allé à pied, parce qu'on a eu un moment de beau temps, donc j'en ai profité. Et quand je suis arrivé, j'avais très faim, donc je suis allé, il y avait plein d'étals, c'était un super grand marché, trop bien. Et j'ai demandé une banane, parce que j'étais avec ma veste, là, comme ça, mon petit carnet, mes petites affaires. Et j'ai pris une banane et le gars Souleymane il s'appelait. Il m'a fait, je lui dis c'est combien? Il me fait, c'est bon. Je dis quoi? Il dit c'est bon, c'est bon. Je dis mais pourquoi? Il me dit c'est comme ça. Du coup j'ai dit merci, je l'ai pas interviewé mais j'étais content, j'avais ma banane gratuite. Je me dis ça va être une journée gratuite. Je suis sur un très très bon chemin. Et alors, non mais c'était incroyable quand même. Dans la même matinée, j'avais bu mon café gratuitement, j'avais lu mon journal gratuitement, je mangeais gratuitement, je me suis dit c'est un bon sujet.
Et puis après, bon bah la journée s'est passée normalement après. Faut pas exagérer non plus, c'était déjà pas mal. Après j'en ai parlé à une serveuse dans un café de toute cette histoire, quoi. Je lui dis mais vous arrivez à sortir gratuitement? Elle me dit sortir gratuitement, bah, il y a Chalon dans la rue. Je dis oui, bon, tout le monde connaît, quoi. Je lui dis mais c'est payé ça. Elle me fait ah bon je dis bah ouais, les gens sont payés en dehors, quoi. Elle me fait ah bon, ah ouais, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, quoi. Et elle habite Chalon, donc elle connaît Chalon dans la rue depuis plein de temps, ouais. Je ne pensais pas que c'était payé comme travail de faire des spectacles dans la rue. Bon alors, on discute, elle me dit ah si quand même, je vais à des concerts, dans un café, c'est une bonne adresse, hein. Notez, hein, le Murphy's. Alors c'est sur la place de Beaune. Tu prends la grande rue, au bout de la grande rue, tout droit t'as le palais de justice, et à droite t'as la place de Beaune. Et sur la droite, il y a 3 cafés et il y a le Murphy's. Donc c'est à peu près ça, hein. C'est pas loin. Et au Murphy's, tu peux y aller, en tout cas elle faisait ça. Quand il y avait des concerts, elle y allait et elle buvait que de l'eau, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et bien elle y allait avec des copains, et du coup personne ne lui disait rien, et elle pouvait assister au concert gratuitement. Du coup je me suis dit en fait il y a des endroits où c'est pas gratuit, mais ça peut être gratuit, ça dépend comment... Il y a des fuites quoi, c'est pas un truc, comment on dit, optimisé quoi. Les trucs pas optimisés c'est bien, l'optimisation il faut faire très attention. Et donc je me suis dit bah ouais elle a raison en fait, ça dépend comment tu prends la chose. Si tu cherches que ce soit marqué gratuit, c'est pas forcément être gratuit, tu vas pas forcément en trouver quoi. Et après le lendemain, je suis allé chez un bouquiniste. Bon là c'était par plaisir parce que j'aime bien les bouquins, les trucs d'occasion. Et il parlait avec le patron, le bouquiniste, il parlait avec des gens, donc il m'a laissé rentrer, il m'a dit bon, je lui dis je cherche un peu les sciences sociales, parce que je me suis dit je vais regarder sur la gratuité s'il y a des trucs. Il me dit il faut prendre l'escabeau là, faites attention, enfin, puis il m'a dit il faut que j'y aille. Donc il m'a laissé le magasin, donc moi j'étais bouquiniste d'un seul coup gratuitement quoi. Je me disais s'il rentre quelqu'un, bon heureusement il est rentré personne, il est revenu. J'ai trouvé un bouquin là-bas. La convivialité de Ivan Illich. Vous connaissez? Ah. Pas la convivialité, mais ah ouais, Ivan Illich, bah ouais. Moi c'est un bouquin, alors ça c'est le deuxième que j'ai, parce que j'en ai un autre, mais il est dans un carton au fond de mon garage, je sais pas dans quel carton. Et j'adore ce bouquin, mais alors la première fois que je l'ai eu, c'est ma voisine qui récupérait les bouquins dans les poubelles. D'Aix-en-Provence, il y a des très belles poubelles à Aix-en-Provence. Et j'ai réussi, elle me mettait des bouquins de côté qui étaient invendables, enfin selon elle quoi. Et un jour elle m'a ramené La convivialité de Illich en édition originale. En édition originale. C'est un... Je vais pas vous le raconter, mais c'est un bouquin fondateur pour moi. Et ça parle beaucoup d'échanges quand même, d'échanges et de comment on organise les choses, pour qu'elles soient ouvertes. Et donc je tombe sur ce bouquin, super, moi j'étais content, j'avais gagné ma journée, 2 €, une affaire. Finalement si je fais le rapport entre le premier que j'avais eu à 0, celui-là, ça faisait 1 € l'œuvre majeure, c'est quand même... Et du coup je pouvais le partager. Et le lendemain je suis retourné voir, parce que j'avais pas eu le temps de discuter avec lui sur la gratuité du coup. Je me suis dit c'est dommage parce que il a sûrement des trucs à dire. Et je suis retourné le lendemain et bim, pareil, le matin c'est un bon plan. Je discute avec lui, je lui parle de la gratuité, il me dit bon t'as 2 minutes, je lui dis bah oui je suis venu, tu veux un café? Je dis des sucres, une cigarette et tout. Alors je fume les cigarettes qu'on m'offre, même si souvent je demande qu'on m'offre des cigarettes, c'est un échange qui va que dans un sens, mais ça fait plaisir d'offrir. Et du coup on a passé 1 heure à discuter, il m'a parlé de sa vie, et alors je lui ai demandé si lui il donnait des livres ou pas. Il me dit, oh oui non mais une fois j'avais plein de livres qui valaient plus rien, à 20 centimes et j'en avais trop. Et je me suis dit, je vais les mettre devant et puis les gens qui voudront prendre des livres, comme ça ils iront dans les mains d'autres gens. Et alors là, les gens ils voulaient pas, ils osaient pas, vous voyez, gratuit, mais ils comprenaient pas, ils disaient c'est gratuit mais il faut en acheter pour en avoir un. Et il y a une dame qui a pris 5 bouquins et elle vient le voir et elle dit moi je vous les paye. Elle lui tend 10 €, il dit mais non mais même 5 fois 20 centimes ça fait 1 €. Elle dit non mais je paye. Enfin
Enfin, c'était toute une histoire, cette gratuité, quoi. Je lui dis, mais bon, ils valaient rien, ces livres. Et il me dit, ils valaient pas rien, ces livres, parce que je voulais pas les jeter, parce que même si ces livres, financièrement, ils valaient plus grand chose, ces bouquins. Il trouvait qu'il y avait toujours, même si on considère qu'esthétiquement ou je ne sais sur quels critères il valait rien, il y avait quelqu'un qui avait travaillé et de jeter ses bouquins, c'était comme jeter le travail des gens et les gens avec, quoi. Et qu'il avait envie que ça circule même s'il n'en tirait pas d'argent. Je trouvais que c'était quand même très très joli. Et cette histoire m'a rappelé pourquoi moi j'aimais bien toutes ces histoires de gratuité où en fait on... Alors je coupe des petits cartons depuis tout à l'heure. Je suis un homme d'être sensible. Et c'était ma grand-mère qui faisait ça parce qu'elle fabriquait des allumettes. En fait, elle faisait ça et ça servait pour allumer la gazinière en mettant le morceau de carton dans le chauffe-eau pour allumer la gazinière pour économiser des allumettes. Et il y avait mon père qui gueulait à chaque fois parce qu'il disait c'est pas vrai quoi. Vous allez mettre de la cendre dans votre chauffe-eau, il va s'encrasser, après il va plus s'allumer, il va fuir, vous allez crever avec votre gaz, tout ça pour économiser des allumettes. Et ma grand-mère faisait oui, et puis après elle continue à couper ses boîtes à chaussures et moi j'adorais prendre ces trucs-là, les allumer en haut, puis dire mémé, je peux allumer la gazinière. C'est rigolo, c'est tout. Et c'est une histoire de gratuité, on invente des choses quoi. Non mais c'est juste été mignon quoi. Et en fait avec les histoires de gratuité on invente des choses, on invente d'autres moyens d'échanger. Parce que les histoires de paiement, au bout d'un moment on tombe dans des histoires comptables. Bon bien sûr il y a besoin des fois quoi, mais il y a des histoires de valeurs et tout, mais c'est souvent des tableaux Excel. Si vous regardiez le tableau des tarifs du conservatoire ou de la maison des arts, l'espace des arts, c'est un tableau Excel quoi. Faut être diplômé, faut passer un moment pour le comprendre quoi. Pour comprendre quelle case a droit à qui, sur quelle période, avec quelle carte, en groupe, pas en groupe, sur tel emplacement. Enfin c'est un enfer quoi. Je dis au bout d'un moment les mecs ils ont perdu le fil quoi. Et en fait, quand tu vois dans la gratuité, c'est un monde d'invention. C'est un monde qui n'est pas défini, où il faut à chaque fois trouver le moyen. Avec la cafetière, je lui avais rendu service, elle était coincée, elle ne pouvait pas laisser son café vide. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des lieux d'invention, moi je trouve, la gratuité. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre... Parce que ça, maintenant, c'est plus vraiment des allumettes. Je ne sais pas si on pourra s'en servir. Enfin, si vous avez envie de les prendre et puis d'écrire des petits mots dessus, d'en faire des histoires et de les jeter au vent ou de les envoyer à des amis, c'est gratuit, vous pouvez les prendre. Merci, Siméon. Et si vous voulez prendre la convivialité, je peux vous le prêter sans problème, hein, un vrai plaisir. C'est un livre généreux. Pour les allumettes... Il y a un truc terrible dans les allumettes, je ne sais pas si ça fait ça encore, ceux qui ne veulent pas les jeter, ils les brûlent, et puis une fois qu'ils les ont brûlés, ils les remettent dedans. Au bout d'un moment, il y a plus d'allumettes, il faut chercher ton allumette, ça faut pas le faire, c'est pas bien. Bon, je vous laisse avec, je sais pas, le maître de cérémonie. Ouais, donc moi je suis toujours trempé. Aujourd'hui c'est jeudi, il pleut encore. Bon. T'as avancé dans tes recherches, toi? Oui. Ouais. Bon, moi, il faut que je continue, j'ai encore des choses à chercher. Ouais, je vais aller chercher là-bas. C'est comme un ticket d'entrée. C'est un ticket d'entrée gratuite. Ah ouais, t'es tombé sur la seule. Ah mais oui. Tu sais que t'as eu de la chance, hein. Moi j'ai eu la double épaisseur. Ils ont déjà une histoire en fait. Il y en a un, c'était le travail de ma femme. Ça va passer entre les mains de plein de gens. Il y a des gens qui ont fabriqué ça. On fait les dessins, les couleurs.
qui ont fait le papier, il y a des gens qui ont récolté le bois pour faire le papier. Il y a des histoires derrière tout ça. Hein. Ah ben tiens, tu peux en prendre 2, tiens. Moi, je prends le rose. Je prends le zèbre. Tu as raison. Bon, j'ai fermé le parapluie parce qu'apparemment ça porte malheur. Laissez ouvert à l'intérieur. Voilà, donc moi je continue dans mes recherches et jeudi, j'ai rencontré une autre personne. Bonjour monsieur. Je viens vous voir parce que je viens d'arriver dans cette ville et je me demande comment vivent les jeunes ici. Est-ce que vous pensez comment les jeunes peuvent se sentir dans cette ville, où est-ce qu'ils se retrouvent et voilà ce que la personne m'a répondu. Alors moi, ça fait pas longtemps que je travaille à Châlons, mais alors c'est surtout pour moi il y a un problème. Ce qui est important, c'est au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes. Alors les jeunes des quartiers, ils sont séparés des autres. Voilà, on dit restez au quartier, on vous offre des aires de jeu, des parcs, des salles de sport, épanouissez-vous chez vous. Tu parles. Et puis ils n'ont rien à faire à Châlons. Alors ils cherchent pas forcément les bonnes choses et ils ont peut-être maintenant du mal aussi à chercher. Ils ne se sentent pas forcément chez eux dans le centre. C'est pas forcément la même culture par rapport à ceux qui sont dans le quartier. Mes enfants, ben, ils ont évolué à Beaune. À Châlons, ils n'ont rien à faire de spécial. C'est pas très encourageant tout ça. Vous vous appelez Gabriel. Enchanté. Enchanté Gabriel. Moi c'est Florian. Et les garçons portent généralement du bleu, les filles généralement du rose. Les garçons portent des pantalons, les filles, elles portent quoi? Des robes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit que les garçons portaient du bleu, les filles du rose, les garçons des pantalons, les filles des robes. Je suis arrivé à Châlons en me demandant simplement qu'est-ce qui se passerait si les garçons portaient des robes, les filles des pantalons, les filles porteraient du bleu et les garçons du rose. Alors j'ai fait des tours dans Châlons, j'ai fait des tours dans Châlons, j'ai fait des tours dans Châlons. J'ai un peu parlé avec des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Et je leur ai simplement demandé ce qui se passerait simplement si ils étaient nés dans un autre sexe. Si à la place d'être un garçon, ils étaient nés filles, est-ce que leur vie aurait été la même? Et tout le monde m'a répondu que non. Et j'ai demandé les choses qui changeraient. Et généralement, on parle beaucoup les choix principaux qu'on fait dans la vie. Je me suis rendu compte, en tout cas sur ces personnes que j'ai interrogées, que les choix principaux qu'ils ont pu faire dans leur vie étaient quand même, d'une certaine façon, de près ou de loin, dictés par leur genre. C'est-à-dire que certaines femmes se sont orientées vers une carrière professionnelle qui était plus dédiée au monde féminin, entre guillemets, et des hommes plus à une carrière professionnelle qui était dédiée aux hommes. Et c'est étrange parce qu'à côté de ça, on est en 2019 et du coup, quand on parle de ça avec d'autres personnes, généralement on a le même discours qui est qu'effectivement aujourd'hui de plus en plus on essaie de faire la parité et que l'homme et la femme soient égaux, mais c'est toujours pas le cas, ne serait-ce qu'au niveau des salaires. Et malgré ce discours-là, j'ai fait une expérience où après j'ai demandé à d'autres personnes de simplement sur un papier marquer la première chose que ces personnes feraient si là, de suite, ils changeaient de sexe et qu'ils passeraient du sexe inverse au sexe inverse. Et toutes ces personnes qui étaient au départ dans un discours plutôt ouvert sur la chose, où justement on doit
aujourd'hui on se doit de faire en sorte que tout soit égaux pour les femmes et pour les hommes, ben, quand on ouvre les papiers qu'ils ont laissés, je me suis rendu compte que pour la plupart des papiers, il y a des choses qui sont... en fait, c'est hyper stéréotypé. Par exemple, on m'a écrit la vaisselle. Donc, je suppose que c'est un homme qui a écrit ça. Ou je m'achèterai une voiture rouge. Ou j'essaierai de séduire une belle femme pour tester comment c'est. Alors là aussi, ça a soulevé une question intéressante parce que dans les papiers, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup eu... on m'a beaucoup parlé de ça, de la séduction. Alors, et c'est souvent l'homme qui doit séduire. Et par exemple, la femme, elle irait faire les boutiques en ville ou séduire un garçon avec un beau maquillage et avec des beaux talons, ou se coiffer et soigner son apparence. Et c'est pas totalement faux parce que la femme a le droit de faire ça et l'homme a le droit de faire ça, mais du coup je me demande pourquoi aujourd'hui encore, même si on pense réfléchir différemment, on caractérise toujours la femme au fait de s'apprêter pour être belle et présentable, et l'homme à la séduction envers la femme, quoi. Et après, il y a eu d'autres papiers qui étaient beaucoup plus intéressants aussi. Et du coup, là, on parle plus du corps de l'autre. C'est-à-dire, bon, il y a eu pas mal de papiers où, en fait, on parle de la masturbation. Où, en fait, effectivement, les personnes interrogées, si ces personnes avaient à changer de sexe, la première chose qu'ils feraient, c'est se masturber avec le sexe de l'autre pour voir l'effet que ça fait. Alors, c'est compréhensible, du coup. Et je me suis simplement interrogé sur ça en me disant que si peut-être on avait l'opportunité et si on avait eu l'occasion de savoir comment fonctionne le corps de l'autre, peut-être que tout ce qu'il y a eu dès le départ dans ces... comment dire, tout ce qu'il y a eu au départ dans cette forme de discrimination envers la femme, si dès le départ on aurait été conscient de comment fonctionne le corps de la femme, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les problèmes féminins, on en parle très peu et c'est très tabou, alors que les problèmes masculins, on en parle sans aucun problème. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis qu'au début de ma recherche et c'est encore très très flou dans la tête. Mais voilà où j'en suis. Merci Laurent. De mon côté, c'est vendredi. Et là, il fait beau. J'ai besoin de parapluie. Et mes chaussures sont sèches. Super. Je vais pouvoir continuer mes recherches librement, avec un beau temps. J'avais baissé parce qu'il fallait pas. Bonjour monsieur. Je vous ai vu au loin et je voulais venir vous parler parce que
je me pose des questions dans cette ville, comment vivent les jeunes ici, où est-ce qu'ils se retrouvent. Je vois que vous avez des enfants et je me demande, quelles activités vous faites avec vos enfants dans cette ville voilà ce que la personne m'a répondu. Eh bien, c'est une très belle ville. Alors là, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a en effet des parcs, des aires de jeu, il y a la Saône qui est très sympa, la ville est très accessible. On peut vite sortir, aller à la campagne en vélo, et voilà, et c'est très agréable pour les enfants. Et donc il y a en plus, voilà, c'est assez calme, il y a un flux qui n'est pas agressif, on peut profiter pleinement de la ville dans le calme, et l'art est présent ici. Il y a l'espace des arts, le conservatoire de danse, et déjà moi, je voulais savoir, est-ce que les enfants étaient atteints par ça? Donc je leur ai demandé, bonjour, alors comment tu t'appelles? Marie, enchantée. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire ici? Quelles activités quelles sont les activités que tu fais dans cette ville? Et elle m'a répondu ça. Moi, je fais de la danse classique parce que ma mère est professeure de piano au conservatoire. Et après, je veux faire du hip-hop. Alors déjà, sa maman, elle fait des cours de piano, donc elle veut faire de la danse, mais elle a quand même son truc, elle veut faire du hip-hop. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Et l'autre petite fille, Pauline, enchantée, m'a répondu ceci. Moi, je veux chanter et faire du piano. Super. Et voilà. Et moi, j'avais terminé tout simplement cette conversation là-dessus. J'avais discuté encore un peu, mais c'était très positif pour moi. J'étais très content de cette rencontre. Et en plus, c'est le week-end et on peut en profiter pour aller boire un verre. Effectivement, donc c'est le week-end et c'est le moment d'aller chez le coiffeur. Bienvenue au salon de coiffure. Bonjour. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Alors, ce serait simple, hein, une coupe sabot 15 sur les côtés, voilà, et un peu plus long sur le dessus. Merci. Ok. Vous êtes pas d'ici, vous? Ah non, pas du tout. Je suis du Var. Et d'ailleurs, quand j'ai su que je venais à Chalon, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis imaginé plein de trucs, je sais pas, une ville industrielle, tout ça. Je me suis imaginé des grandes usines avec des grandes grues, de la fumée de partout. Enfin, je me suis fait des films, quoi. Et quand je suis arrivé à Chalon, bon, certes, j'ai vu la Saône, les grues, tout ça, mais j'ai pas vu vraiment Alors, la la ville Saône, industrielle. attention, on se baigne pas dedans. Ah, on se baigne pas? Ah, d'accord. Enfin, voilà, j'ai quand même été surpris. Tout ça pour vous dire que j'ai été surpris. J'ai vu une ville fleurie, c'était vraiment chouette, quoi. Et franchement, quand on lit les études, en fait, on se rend pas compte, mais la Saône, c'est super pollué. Enfin, je sais pas, par exemple, regardez, là on voit l'arsenic. L'arsenic, c'est quelque chose qui a très peu d'eau. Prenez un prospectus. Ah, merci. Ah oui, l'arsenic. Eh ben, figurez-vous qu'il y en a 300 fois plus dans la Saône que dans les moyennes nationales des rivières et des fleuves. Du nitrate, pareil, 0,1 mg par litre dans les rivières, dans les fleuves. Et là, il y en a 74 mg dans la Saône. Tenez, c'est le prospectus. Encore? Oui. D'accord. On a des sites aussi où on ne peut pas y accéder. On a l'Argos, France Dépôt, on a Kodak. Vous connaissez Kodak, les hydrocarbures, le PCB, PCT. C'est des trucs cancérigènes, il y en a partout, dans tous les terrains vagues que les usines ont laissés à l'abandon, tout ça, il y en a partout. Et du coup, je me suis posé la question, peut-être que vous connaissez, vous, les actions pour l'environnement, les conséquences, ils font quelque chose à Chalon pour l'environnement? Ah non. Vous êtes sûr? Ah oui, on fait rien pour l'environnement ici. Ah, bon, d'accord. Il y a Zooplus. Ah, Zooplus? Non, mais je parlais des usines, hein, pas des parcs. Oui, non, mais c'est une entreprise pour aliments pour chiens et autres animaux.
D'accord, donc ils ont même pour les... D'accord, ils ont vraiment les entreprises pour tout ici. Ah oui, il y a Aubry, les transports, c'est ça, hein. 800 employés, j'ai vu. 800 employés, Kodak, 1000 employés, même Amazon. Amazon qui s'est implanté récemment, 1000 employés, des conditions déplorables. Un prospectus. Ah, du coup, ils ont bien signé des chartes pour l'environnement, pour toutes ces usines-là qui mettent des déchets de partout dans la Saône. Non, aucune charte, rien n'a été fait. Parce que, je sais pas moi, on va parler du Grand Chalon, le pôle environnement qui fait des actions justement. Non, on dit pôle environnement. Le pôle? Le pôle environnement, c'est ça qu'on dit. Ah, on dit comme ça à Chalon? Le pôle environnement, voilà. D'accord. Je suis allé au pôle environnement. Et justement, j'ai mis 1 heure à trouver le bâtiment, j'ai trouvé. Et là, j'arrive, je dis bonjour, avec tous les prospectus comme ça, je dis est-ce que je pourrais avoir les informations sur les actions globales de l'environnement sur Chalon, les conséquences, comment on réagit? La dame me regarde, déjà je sens que non, c'est une fonctionnaire, elle ne veut pas. Elle me dit mais non mais c'est les vacances, Isabelle n'est pas là aujourd'hui, ça va pas être possible. Ah, et il n'y a personne d'autre qui peut me... Si, il y a Frédéric, elle se lève, elle va voir Frédéric, qui lui-même est en pause café, lui dit non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et la dame me dit non, mais si Frédéric, c'est un jeune, il pose des questions sur l'environnement, il s'intéresse à ce qu'on fait, il fait oh là là, j'ai pas le temps, mais bon, oui, ça va, j'y vais. Donc il arrive, grand sourire, alors qu'en fait, il y a des secondes, il voulait pas venir me voir. Et il me dit bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps, mais allez-y, posez-moi des questions. Et là, je lui demande, je lui dis bah, je m'intéresse par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup d'usines, Chalon, c'est une ville industrielle. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions? Je sais pas, est-ce que vous avez... j'ai vu qu'il y avait un plan pour l'air, pour la qualité de l'air, un plan pour nettoyer la Saône, tout ça. Il fait, écoutez monsieur, j'ai pas le temps. Il m'a dit ça pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait que 5 minutes. Pendant une demi-heure. Et il m'a dit, ouais, monsieur, là, la manière dont vous venez me voir, là comme ça, au pôle environnement, la manière dont vous venez me voir, c'est trop direct, monsieur. Monsieur, moi, vous savez, je suis ingénieur. Il y a une manière très technique d'aborder une relation. Là, je suis gêné, monsieur. Je suis gêné. Voilà. Prenez un prospectus. Voilà. Prenez un prospectus. Et il me dit ça. Prenez un prospectus. Très gêné, oui. Et je lui dis, monsieur, je demande juste, tout simplement, vous me parliez globalement de ce que vous faites. Je ne veux pas dans le détail. Écoutez, monsieur. Je suis sur 58 projets différents. Le compostage, la nutrition, l'eau, l'air, les voitures, les transports, la construction. Monsieur, je n'ai pas le temps. Si vous avez des questions, posez-moi une question précise. Je vous en parlerai pendant 2 heures. Vous n'allez rien comprendre. Moi non plus, on va perdre notre temps, monsieur. Ah, mais vous n'avez pas un événement Ah, si. On a le salon de la voiture électrique. Ah, d'accord. Et peut-être qu'on peut se voir, parce que c'est un peu de temps après. Écoutez, monsieur, je travaille de 16h à 19h. Vous savez, monsieur, j'ai une famille à nourrir. Prenez un prospectus. Prenez ça. Et il me dit, mais monsieur, vous me paraissez éduqué. Oui. Vous faites quoi comme études? J'ai fait des études en théâtre, et là, je suis dans une compagnie. Ah, vous êtes plusieurs, alors? Oui, on est 7. Il y en a qui parlent du vin, il y en a qui parlent... Ah, vous êtes plusieurs, et vous me le dites que maintenant. Vous êtes plusieurs, et vous venez comme ça, directement... Presque, on s'attendait presque qu'il y ait Bénédicte ou qu'il y ait Florian qui débarque derrière le couloir. Ah mince, il nous a repérés. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Et il dit, bon bah écoutez monsieur, puisque c'est comme ça, envoyez-moi votre CV, votre lettre de motivation, votre carte, et là on pourra reparler. Et sur ce, je suis reparti du pôle environnement et avec plein de questions dans la tête, je ne savais plus trop où j'en étais. L'environnement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que les gens s'intéressent à Chalon, à l'environnement? Est-ce qu'ils s'intéressent aux usines, aux répercussions? Et je me suis dit peut-être que la réponse... Ça vous va comme ça? Ah. Oui, c'est bien, merci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les usines, tout ça. Enfin, les salons de coiffure, ça marche bien à Chalon, j'ai vu. Bah, comme partout, monsieur, vous savez, ici, c'est comme partout. Ah, parce qu'avant de passer chez vous, j'ai vu Air Salon Coiffure, New Style Coiffure, coiffure paysagiste, Prestige Coiffure. Et vous, j'ai vu, c'est coiffure mixte, c'est ça, coiffure? Tout court, coiffure tout court. Coiffure tout court. Mais du coup, ça marche bien ici, les salons de coiffure, c'est... Comme partout, c'est comme partout. Ah. C'est un coiffeur pour 1000 habitants. Un coiffeur pour 1000 habitants. Et il y a combien d'habitants à Chalon? 45 000. Ah, et combien de coiffeurs? 80.
Ça fait combien? 50 euros. 50 euros? Mais je suis pas sûr les salons de coiffure à Chalon. Mais moi je suis pas de Mâcon, je suis pas de Chalon monsieur, je suis de Mâcon moi. Salon de coiffure. Alors moi je suis partie à Chalon avec la problématique, enfin la question du nom des listes politiques pour les élections européennes. Parce qu'il y a le Rassemblement National et puis aussi plus récemment la Renaissance. Et en arrivant là-bas, bon, je savais que cette question, j'allais dévier de cette question, mais je m'intéressais de savoir comment. Et en arrivant là-bas, oui, je me suis demandé qu'est-ce qui là-dedans m'intéresse plus spécifiquement et comment surtout aller en parler aux gens. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait peut-être là-dedans, c'était la possibilité par les mots de créer du corps, quoi. Donc une renaissance, ou enfin de créer assez vite du corps. Et bon, j'avais pas vraiment toujours la réponse de comment j'allais aborder la question à la population. Donc je suis allée me promener. Je suis allée au café aussi. Et puis dans une maison que j'ai toujours trouvée ouverte quand je suis passée devant, qui s'appelle le Studio 70, qui est une sorte de maison communale. Et donc il y avait une espèce de fresque sur le mur de gauche qui prenait la gentillesse, la convivialité, le fait de regarder autour de soi, de parler autour de soi. Et donc je me suis dit que peut-être comme les partis politiques ou nos gouvernements étaient là pour assurer la liberté et l'égalité, que peut-être la fraternité, la gentillesse, l'ouverture, c'était justement aux gens de l'organiser. Et donc comme les gens c'était toujours les personnes qui allaient m'aider à avancer pour mon étude, je me suis dit peut-être que je peux passer par là. Mais comme je ne voulais quand même pas que ce soit par le nom des partis politiques ou par la gentillesse, parler seulement d'un concept ou aborder les gens vraiment frontalement avec un concept, et je voulais qu'il y ait d'abord un dialogue pour ensuite aller vers mes questions. Quand le lendemain matin on allait au marché, je me suis dit que donc, ce qui faisait, la question initiale, c'était un peu comment on fait corps, que ce soit au niveau politique ou au niveau social, et que pour ça j'allais poser la question de quels sont vos mots à vous en fait. Est-ce que vous avez des spécificités du langage, des expressions que vous avez à Chalon-sur-Saône qu'il n'y a pas ailleurs en France? Est-ce que vous avez donc des singularités de langage? Donc, comme mes collègues, au début, j'ai eu beaucoup de réponses. Non, rien de spécial. Il n'y a jamais rien de spécial, apparemment, au début. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, en fait, d'expressions bourguignonnes, qu'il y avait plusieurs patois en Bourgogne. Donc, bon, je ne vais pas vous donner tous les détails. Et donc, j'ai récolté des petits mots, j'ai réussi à bien discuter avec les gens, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'ai entendu parler donc, du ban bourguignon. Alors il paraît que le ban provençal y ressemble, mais on va vous faire une petite démonstration déjà du ban bourguignon. Je me lève? Ouais. Tu me suis pas? Non. Tout le monde, je pense, là-dessus. Ok. La 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 c'était mes premières indications. Alors, Sarah m'a dit après coup que ça existait aussi en Provence. Mais bon, moi je viens de Champagne-Ardenne, par exemple, on n'a pas du tout ça. Donc quand les Chalonnais sur Saône me disent qu'il n'y a rien de spécial, ils sont en train de me faire ça, je dis oui, bon, c'est quand même un peu spécial. Donc ça vaut le coup de continuer à creuser. Et alors, pour ce qui est du coup de
la forme que moi j'ai présentée à Chalon. Donc, comme vous disiez aussi mes collègues, on était dans un hangar, dans un ancien port désaffecté. Et il y avait dehors une sorte de tipi, comme un mini-cirque en métal. Moi, c'est l'endroit que j'avais choisi pour faire mon mini-exposition démonstration. Parce que je trouve que c'était assez aussi représentatif de là où on vivait aussi à Chalon. Ce métal, ces tags. Et là, voilà, là j'avais mis des petites affiches, des noms de patois ou d'expressions particulières que j'avais récoltées sur place. Alors si vous voulez bien venir sur le plateau. Il y a des expressions un peu qui n'existent plus, mais on a d'autres qui ne sont pas. C'est là, il est deux fois. On peut revoir les photos aussi? Oui. Parce qu'on les a pas vus. Alors allez-y. Toi, t'en as pas? Toi. Bon, en fait, c'est à chaque fois la traduction. Ah oui, t'en as deux, toi, ouais. J'en ai deux. Pomme tard. Je Tu lis, ouais. Pomme tard. Catrouille. Et ça veut dire? Pomme de terre. Voilà. Moi j'ai Guingaretche. Ah, il y en a deux aussi, c'est guingois ou retche qui veut dire? Carotte tordue. Il y a quand même deux mots pour dire carotte tordue, mais à part ça, à Chalon, il n'y a rien de spécial. Moi j'ai la gaude. La gaude, c'est la farine de maïs et du lait séché au four. Les gaudes, c'est quelque chose comment? Une sorte de gâteau. Farine de maïs. Moi j'ai marondé, ça veut dire manger. Moi j'ai les goudes, ça veut dire les sabots. Et les sabots, ça veut dire les chaussures. Moi j'ai la maillon, qui veut dire la maison. Passer le ramé, qui veut dire passer le balai. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il dit? Chuteux. Assieds-toi. Il n'y a pas de chute comme Fio. Il n'y a pas de chute qui tienne. Umnio, c'est un œuf factice dans un nid. Et il y a même des chansons en patois. Et si vous avez envie, on va essayer de chanter. Il n'y a que quelques mots en patois, comme ça on peut suivre vraiment aussi. Première phrase mélodique, c'est j'ai vu le loup, le renard, le lièvre,
J'ai vu le loup, leur narchelet. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le narchelet. C'est moi-même qui les herbeillais. C'est moi-même qui les fatouillais. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les herbeillais. C'est moi-même qui les herbeillais. J'ai vu le loup, le narchelet. J'ai vu le loup, le renard chelet. On peut faire la deuxième strophe tous ensemble sans interruption parce que c'est exactement la même mélodie. Alors on commence. J'ai vu le loup, le renard lièvre. J'ai vu le loup, le renard chanter. C'est moi-même qui les ai cheminés. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les ai cheminés. J'ai vu le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard danser. C'est moi-même qui les ai virés. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai moi-même qui les ai virés. J'ai vu le loup, le renard danser. Voilà, merci. Moi, je suis allée à la rencontre des gens. Quatre personnes au sexe et aux origines différentes. Moi, Marianne, je suis marchande. Je fais partie des gens du voyage et j'ai subi quelquefois des réflexions. Ma culture est inscrite sur mon visage. Ma peau reflète mes origines. Je suis différente. En France, ma culture est vue comme un rapport de force. On me craint. À Châlons, la diversité est telle que j'ai trouvé ma place. Ma différence n'est plus actée parmi les autres. Grossièrement, je me fonds dans le décor. Je reste à l'affût de ce manque de tolérance sur la différence. Derrière mon stand de légumes, je vois les regards sur les gens de couleur. La politesse oubliée quand la chair montre une différence. La méprise des femmes blanches au manteau de haute couture envers leurs sœurs de couleur, celles qui font passer leur article au casino du coin. Je vois tout ça du coin de l'œil. Je n'ai aucun pouvoir, rien, juste un sourire de compassion, un peu gêné, ce sourire qui dit « Je suis désolée que la connerie de l'autre, je suis désolée de la connerie de l'autre et de son ignorance. Je suis désolée qu'il te donne cette sensation de ne pas être légitime d'être humain. » Moi, Yacine, vis à Chalon-sur-Saône, ville accueillante, depuis 5 ans. Je fais le marché tous les jeudis. J'ai vu la population petit à petit changer pour devenir un marché principalement arabe. Je me sens bien ici. Moi, Anyangdam, sénégalais, arrivé en France depuis 20 ans. Ici, les gens ne jugent pas la différence. Les femmes blanches aiment faire l'amour avec les noirs. On leur donne ce que les blancs-becs ne peuvent pas leur donner. Je vais être honnête avec toi. Vous, les blancs, vous êtes beaucoup trop tolérants avec les arabes. Au Sénégal, c'est bien différent. Moi, Gabrielle, congolais. J'habite dans le centre de Châlons depuis quelques années, avec ma femme blanche et mes 2 enfants métis. Ici, à Châlons, les gens ne prennent pas la différence comme un problème, contrairement à Bonn, là où j'habitais avant. Ce qui résonne le plus ici, c'est l'ignorance inconsciente des gens. On demande souvent à ma femme si ses enfants métis sont adoptés. On demande souvent à mon ami Mohamed, quand il propose un repas chez lui, si ça sera un bon couscous. C'est ça qu'il faut pointer du doigt, la stigmatisation d'une culture qui crée les amalgames, ce qui amène au racisme. Moi, Sarah, d'origine polonaise, peau blanche, tête blonde, aux traits européens, je n'ai jamais vécu le racisme. Je l'ai vu pour d'autres, je l'ai ressenti sur d'autres, et je ne sais pas si j'ai cette légitimité d'en parler. Pourtant, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai voulu aller au contact des gens, à la rencontre de l'autre, avoir son point de vue sur un sujet difficile, un sujet délicat. J'ai voulu m'attarder sur le racisme. Selon moi, le racisme, c'est avant tout
une question d'éducation. Le racisme, c'est l'ignorance et la méfiance de la différence. Je m'étais tenue au courant des différents faits divers à Châlons. Quelques amalgames ont résonné sur des articles de journaux, une grande population musulmane à Châlons et un taux d'extrême droite assez faible. La première personne à qui j'ai parlé, une serveuse d'un bar, m'a juste répondu qu'ici les gens faisaient fine bouche. Je ne savais pas trop comment aborder les gens avec une question aussi dérangeante. Ressentez-vous le racisme à Châlons? Peur de gêner ou même peur qu'on m'en foute une? De plus, le mauvais temps ne rendait pas les habitants accessibles à la discussion. Alors j'ai passé mon premier jour à observer, juste observer. Je suis allée dans différents quartiers, celui à côté du foyer à Doma et celui du Pré-Saint-Jean. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. La distance de ces quartiers avec le centre-ville, l'absence de mixité culturelle et de classe sociale, des habitations identiques, le peu de loisirs ou de lieux de détente, aucune activité qui ne mènerait pas les jeunes à passer le temps autour d'une bière et d'un joint mal roulé. Gabriel m'a dit, ça c'est un problème ici, c'est la ghettoisation des quartiers. Ils ne veulent pas rencontrer, mélanger les cultures, ni les gens qui y vivent, ni ceux de l'extérieur. Attention, ne surtout pas se mélanger. Ils créent des espaces verts et des petits magasins au centre des quartiers pour qu'ils ne sortent pas. Restez entre vous, chez vous, et nous, restons entre nous, chez nous. Le lendemain, nous sommes allés au marché du quartier du stade. Avec un peu plus de conviction que la veille, j'ai essayé d'aborder les gens. Bêtement, je me suis dit que j'arriverais facilement à parler aux femmes. Mais à chaque fois que j'ai essayé d'aborder des femmes musulmanes qui faisaient leurs courses, elles me refoulaient en me regardant à peine, en baissant les yeux. Après plusieurs échecs, je suis allée à la rencontre des marchands. C'est là où j'ai rencontré Yacine, Marianne et Nyangdam. 3 origines différentes et 3 points de vue assez différents sur le racisme. À une brasserie où je suis allée manger le midi, j'ai rencontré Gabriel. Après notre grande discussion, je me suis assise pour écrire son témoignage. À ce moment-là, une femme africaine avec sa fille est rentrée dans le restaurant et balance de but en blanc à Gabriel « Donne-moi du travail ». Il ne la connaissait pas et a répondu avec une grande diplomatie qui n'avait rien à lui proposer. Moi, j'ai juste entendu la familiarité de sa question. Ce tutoiement facile qu'elle a eu envers cet homme dont sa peau est de la même couleur que la sienne. Aurait-elle posé la question pareille à une personne à peau blanche? Ne se sent-elle pas plus en sécurité, plus légitime en face d'une personne qui partage sa culture? Et si on allait voir ailleurs? Voilà ce que j'ai dit lors de la présentation à Châlons le samedi. Et après, j'ai discuté avec les gens, les quelques personnes qui sont venues voir notre présentation. Et j'ai eu des retours en mode « Mais c'est bizarre que tu aies vécu ça, je suis triste pour toi que tu aies vu ça de Châlons, que tu aies vu ces personnes qui te parlent du racisme. Moi, je ne l'ai jamais vu à Châlons et je ne comprends pas comment en une semaine tu as pu trouver des trucs comme ça. » Et en fait, j'ai réalisé que dans le centre, il y avait quand même ce truc où ils restaient entre eux, où la vie, ça se passe très bien, tout est beau, mais que dans les quartiers, c'est quand même autre chose. Et autant Nyangdam, ce Sénégalais qui est totalement raciste envers les Blancs et les Arabes, que des Blancs qui sont totalement racistes envers les Noirs, c'est présent, c'est partout. Et que ça soit à Châlons ou ailleurs. Je me pose beaucoup de questions et artistiquement, c'était qu'est-ce qu'on pourrait amener pour que ça change? Comment on pourrait proposer ce mélange des cultures, ce mélange des quartiers avec le centre? Qu'est-ce qui pourrait amener à aller voir ailleurs, en fait, tout simplement? Voilà, merci. Et maintenant, devant un coup pour se détendre un peu. Alors, je vais vous demander d'approcher par ici. En arrivant à Chalon-sur-Saône, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et en déambulant un peu dans la ville, j'ai croisé vraiment de nombreux endroits, donc des caves, de nombreuses caves à vin.
Et je me suis questionnée parce que moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas du tout d'alcool. Et en même temps, ça m'intriguait. Je me dis, pourquoi il y a autant de caves à Châlons? Même si on en a un peu partout, mais c'est vrai que là, il y en a énormément beaucoup. Et il y en a une qui m'a plus captivée que les autres, c'était le cellier Saint-Vincent. Donc je rentre, et il y avait donc une dame à l'intérieur qui était en train d'arranger les bouteilles, une très belle boutique. Et je dis, voilà, bonjour, je viens d'Aix-en-Provence, je me pose les questions, voilà, quelle est l'importance du vin dans votre vie, comment ça se développe ici? Et elle me dit, ah, attendez, il y a mon patron, il est au téléphone derrière, voilà, il va vous recevoir. Bon, d'accord, donc j'ai la chance déjà d'avoir le patron. J'attends 10 minutes, je fais un petit tour dans la boutique, moi je découvre un peu là, le vin rouge, le vin blanc, il y avait des alcools, vraiment du monde entier. Et donc là, il y a un monsieur, il se présente, il me tient la main, il me dit bonjour, je m'appelle Pascal Laville et je suis le patron de cette boutique-là. Ça fait 35 ans que je suis là. Et vraiment, j'ai découvert le vin aussi par hasard, un peu comme vous, en traînant dans des boutiques. Moi, je suis architecte de base. Et là, vraiment, c'est par pure curiosité, par pure envie, que j'ai mis en place cette boutique, j'ai créé. Et c'est vraiment le contact avec le client, le partage qui m'a toujours intéressée. Alors vraiment, j'étais très bien, donc j'étais en train de prendre plein de notes. Et il y a un passage, donc il m'a raconté l'histoire de l'œnologie, comment c'est venu après avec les Romains, les Gaulois, tout ça. Et il est venu donc à un moment à la dégustation. Et donc j'ai bien fait comprendre que moi je ne buvais pas d'alcool. Et en fait, j'ai compris après coup que ce qui m'intéressait, c'était finalement plus l'histoire de l'œnologie dans cette ville que réellement goûter. Alors c'est vrai que c'est un peu la base du truc, j'en conviens. Et donc le lendemain, après cette rencontre-là, je me suis mis à un café, et comme par hasard, je trouve 2 articles, vous vous approchez pour les voir, sur voilà, le gel dans les vignes, il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts, et un second, donc même jour, feu de paille dans les vignes, efficacité prouvée ou non. Donc je les ai quand même pris parce que c'est amené aujourd'hui, parce que je trouve que ça relate bien ce qui se passe aussi à Châlons et quels sont aussi pour rejoindre un peu Robin au niveau de l'environnement, mais voilà, est-ce que comment c'est traité, c'est écologiquement bien ou pas. Et donc à un moment donné, je reviens dans cet échange-là, et il me dit, pour faire une bonne dégustation, il faut 3 ingrédients, plutôt 3 organes. L'œil. Qui veut goûter un peu de l'œil? Qui se dévoue? Renaud, viens. Les yeux fermés. Hein. Les yeux fermés. S'il faut faire à l'œil? Oui, voilà. Et il y a un petit saladier pour que tu puisses faire une bonne dégustation. Ce qu'il m'a expliqué aussi, faire une bonne dégustation, il m'a dit, moi, tous les vins que je bois, à 100%, chaque fois, je les recrache. Tout le temps. Je ne suis pas professionnel, moi, madame. Moi non plus. Voilà. Et il m'a dit également, c'est... Il est bon, c'est bon. Donc voilà, il me dit, je recrache 100% des vins que je goûte. Et pour lui, un vin original, c'est pas forcément un vin de qualité, mais c'est un vin qui éveille les sens, gustativement, visuellement. Et donc je vais vous faire goûter du nez, voilà, un peu de nez. Qui veut du nez? Ouais, elles ont été rééquipées. Et ensuite, en continuant de parler, il m'a parlé de 2 choses, 2 traditions bourguignonnes en lien avec la dégustation, qui étaient donc le taste-vinage, que beaucoup de personnes connaissent, et la Saint-Vincent tournante. La Saint-Vincent tournante, donc c'est une fête bourguignonne qui a lieu à fin janvier. Ce sont les villages entre eux. Comment? C'est la Saint-Vincent. Tout ça. Et c'est les villages entre eux qui se retrouvent. Et donc ils font une dégustation.
Et le test vinage, donc j'ai appris, donc c'est, on me dit un test vin, donc c'est une tasse de dégustation. C'est un récipient en métal qui existe depuis le XVIIe siècle, et donc c'est souvent en argent massif, et ça permet, voilà, en œnologie, d'examiner le vin, de le regarder, de le sentir. Et c'est comme, j'ai pas d'image avec moi, mais c'est comme une petite, comment ? Comme un cendrier, comme une coupelle. Oui, comme une petite coupelle avec en argent, voilà, avec une anse, ouais, exactement. Voilà, et donc le test vinage, ça a été fait par la confrérie des chevaliers du test-vin. Donc c'est une tradition folklorique en 1934 qui a été fondée. Et donc c'est eux qui ont vraiment instauré cette tradition bourguignonne. Voilà. Donc qui veut un peu de bouche maintenant ? C'est le même vin. Ah, je sais pas. C'est à vous de me dire, hein, c'est la dégustation. Il faut deviner. C'est un jeu de piste. Je peux pas deviner, moi. Je te tue un peu là. Il reste un verre. Un peu de bouche. Il aurait fallu mettre Tu veux comparer ? Allez, un peu de bouche. Merci. D'accord. Je peux ramener des verres. Les chevaliers du Test-vin, il y en a partout, en particulier à Lyon. Ouais. Il y a des chevaliers du Test-vin. Mais j'ai appris ça, voilà. Je ne connaissais pas du tout. Il a Saint-Vincent et le patron des vignerons. Je ne sais pas pourquoi. Et partout, on fait de la Saint-Vincent. Ils ont aussi le truc des conscrits là-bas. Quand t'as 18 ans, tu quittes. Bah, les conscrits, il y en a partout. Ah, mais c'est encore, ça marche encore là-bas. Hein. Je sais pas où il y a des endroits où ça marche, mais en Bourgogne, oui. À ta majorité, là, tu t'en vas de chez toi, tu Pour la fais héberger par Saint-Vincent, les gens. en Champagne, on sert du Vincent du champagne et dans le pénis. Ah bah oui, venez. Super. Vous êtes timide, hein, je porte la toilette. Autant j'ai Bourgogne. C'est un petit peu à droite. Attention à la table parce qu'elle est vraiment locale. Ouais, mais je crois que c'est moi qui ai pas Il n'y a pas de chute. c'est pas pareil, on comprend Allez, maintenant on va voir. Tu ne bois pas? Jamais. Tu as bu? J'ai bu. Et tu ne bois plus? J'ai bu, je ne bois plus. Excusez-moi. Donc voilà, ça se termine pour le coup, je ne sais pas si c'est forcément à la bourguignonne, un peu comme c'est passé toute cette session de stage, et comme ça se passe un peu régulièrement, c'est la 3e édition. C'est vrai que les comédiens vivent dans un endroit un peu particulier, où ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, enfin voilà, et tout se finit par un repas ou par boire les coups. Et juste pour dire 2-3 choses sur ce que vous avez vu, pour compléter, l'idée en fait à chaque fois est que les comédiens de la compagnie d'entraînement viennent à Châlons, viennent comme je l'ai dit avec une question et aller rencontrer les gens.
Et c'est vrai qu'après, juste l'idée, c'est que cette question est un prétexte à se situer en tant qu'artiste de manière différente et d'être là dans un rapport avec les gens qui récoltent des informations. Ils font un peu comme, si vous connaissez, mais dans Agnès Varda, il y a des planeurs, il y a un peu ce qui reste. Parce que des fois on parle de ce qui reste, parce que quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, mais il y a un truc, il reste toujours quelque chose. Et là, l'intitulé de cette édition était « Étude pour une géographie affective ». Et après, pourquoi un mot un peu pompeux comme ça? C'est l'idée que quand on est un peu perdu, il y a quelque chose qui remonte de notre vécu, de quelque chose qui est personnel, et en même temps, vu qu'on a tous un rapport à la vie particulière, mais la vie concerne tout le monde, quelque part, ça dessine une collectivité humaine sur des questions de société. Chacun l'aborde à sa manière, mais ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont les gens, sur des questions qu'à part entre copains, dans des milieux sécurisés, on a l'habitude de poser, c'est aller tout d'un coup se dire, bah, tiens, on ne va pas attendre le prochain Nuit debout, d'aller d'en être au point des gilets jaunes, pour que les gens se parlent juste et abordent des choses qui sont du quotidien. Il n'y avait pas de rond-point, le gilet jaune là-bas? Il n'y avait pas de rond-point. Si, mais il est à la sortie. À la sortie. Mais enfin voilà, et l'idée, ensuite là on a un peu manqué de temps, mais c'est qu'à chaque fois sur cette base-là, le but n'est pas d'être exhaustif et de connaître tout, mais c'est un moment de voir comment ce trajet où on joue un peu à l'ethnologue, ou même on pourrait dire comme avant des gens partaient à la découverte de l'Afrique ou des pays, ou même aujourd'hui quand on part dans un pays qu'on ne connaît pas, tout nous interpelle. Mais comment en tant qu'artiste, la question d'un côté et ce qui s'est passé dans le rapport aux autres, on arrive à construire quelque chose, ou en tout cas mettre quelque chose en place. Et c'est pour ça qu'après les formes là qui étaient ébauchées sont des formes où on essayait en fait de créer des liens qui ne sont pas forcément toujours visibles, mais qui sont, pour dire, qui sont des endroits qui sont l'endroit de sens à atteindre dans le cadre de ce séminaire. Voilà. Et juste pour donner des exemples concrets, là on a essayé un peu de mettre les choses bout à bout pour faire un peu comme ce qui était là-bas déterminé par le lieu, par les espaces. C'était pour que les choses aient un peu du sens et essayer de vous donner un peu entre guillemets, les codes ou ce qui serait dans un idéal présenté. Mais par exemple, je vais prendre un exemple parce que c'est vrai que je m'étais pas mal attardé là-dessus, ça m'intéressait. Tous m'intéressent, mais dans tous, il y a quelque chose, c'était assez visible pour moi, par exemple, dans le travail qu'a proposé Bénédicte, dont elle n'est pas forcément consciente. Moi, j'ai toujours un regard, et là, on a eu peu de temps pour échanger, tous ensemble. Mais c'est l'idée de choses marrantes qui, au départ, ne sont pas faites forcément pour aller ensemble. C'est une idée sur une question, quand j'ai une question sociale, les gens de suite font une question sociale, il faut que ce soit un truc important et tout. Ben, ils s'emparent de quelque chose. Pour elle, c'était le nom des partis politiques. Et moi, ce qui m'intéresse indirectement, c'est que par ricochet, tout d'un coup, elle ne savait pas comment approcher les gens. Du coup, on parle du commun, on parle du langage, on parle de comment on parle, on parle de comment se crée une communauté, on en vient au patois, on en vient à chanter ensemble. Et quelque part, il y a un peu l'image, il y a un peu le fantôme du parti politique qui est derrière. Et c'est des choses qui sont intéressantes. Par exemple, ce travail-là, comme d'autres, chacun des travaux m'a inspiré des choses différentes. Et l'idée, c'est ça, c'est un moment de faire ces liens-là. C'est dire que l'interrogation qui vient à un moment pour la question politique, je parlais des Gilets jaunes, à un moment où les gens ne se retrouvent plus dans les partis, c'est peut-être quelque part, c'est que le politique a peut-être enlevé la pratique culturelle qui existait avant, qui est une pratique sociale, de chant, de partager un langage, de toutes ces choses-là. Alors que maintenant, ce serait plutôt, on partage plus sur des idées qui ne sont pas les nôtres, et on n'est plus dans des veillées où on va chanter, on va faire tout ça. Bon, c'est pas pour vous inviter à faire une veillée pour chanter, mais bon, c'est pour essayer d'éclairer le propos.
Ben, merci à vous. Et merci à Sandrine pour ce compagnonnage. Santé. Si vous avez des questions sur sur les différents, sur ce que vous avez vu, sur leur épopée chalonnaise, qui est quand même chacun a une exotique. Pourquoi Chalon en particulier? Parce que j'y suis. D'accord. Parce que j'y suis. Parce que j'y suis. Et pourquoi Chalon? Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Et à terme, moi, ça m'intéresserait quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un aussi avec qui j'en parlais qui m'a dit mais pourquoi c'est Marie Misette. Je disais mais pourquoi tu fais faire ça des comédiens? Parce que je lui disais en même temps. L'idée, c'est pas tant, il m'a dit, mais tu vas faire une pièce de théâtre, il y a une pièce de théâtre, à la fin, je dis surtout pas. Moi, je veux pas, pourquoi? Parce que je pense que quand on est dans un métier, à un moment, on veut bien le faire. Et bien le faire se définit essentiellement de plus en plus par le résultat. Et ça gomme le travail. Et c'est vrai que par expérience, moi, je suis sur deux plans, sur l'artistique et la technique. Et c'est vrai que du coup, comme technicien, tu vois, je prends du temps avec l'échelle à monter les projets, à mettre la lumière. Et tout ce temps-là, il me nourrit autant que le moment où j'allume la lumière. Et j'ai toujours un regret au moment du spectacle, c'est que tout le travail qu'il y a eu avant, c'est comme s'il n'existait pas. Et que c'est peut-être le travail où j'ai l'impression qu'on croise le plus les gens. C'est cette idée-là. Et après, pour aller au bout de la réponse de ta question par rapport à Chalon, ce qui m'amuse aussi, c'est que les questions qu'ils ont là, ils vivent à Aix, ils voient Aix tous les jours. Donc il y a des choses que tu ressens, il y a des choses que tu penses déjà, des choses que tu penses avoir assimilées, et tu n'as pas d'anonymat. Et quelque part, moi ça me fait délirer, parce que tu vas quelque part, ils voient les gens, ils sortent des choses énormes, des caricatures. Mais je trouve que c'est intéressant parce que cette innocence-là, on ne se la permet plus. Et c'est comme les gamins, la première fois, quand ils voient un Africain, ils vont toucher, c'est pas du chocolat. Et je trouve que ça dit quelque chose d'intéressant. Je trouve que ces choses-là, il y a quelque chose à voir là-dedans. Qu'on n'arrive plus à voir parce que justement, on veut être intelligent, on veut savoir avant d'avoir cherché. Alors qu'eux, ils cherchent, ils ne trouvent pas forcément. Mais par contre, c'est marrant, ils soulèvent plein de trucs et on voit des choses apparaître. Ok. Regarde une ville que tu connais finalement, avec des gens dans un métier particulier qui viennent et qui... Qu'est-ce que ça te fait à toi? Ou est-ce que tu retrouves des choses qui se recoupent chaque année? Ou est-ce qu'au contraire, c'est à chaque fois très... Si, il y a des choses qui se recoupent. Oui. Parce qu'on est tous, on porte tous en nous ce qu'on pratique au jour le jour. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à un endroit. De toute façon, c'est symptomatique. On est à Chalon, on est en Bourgogne, on est au mois de mai. Il arrive, souvent il pleut, souvent il fait froid. Et après, c'est rigolo parce qu'il y a des trucs où il n'y a pas de monde encore que là, c'est très vite venu, ils l'ont dit, mais la première année, c'était pareil, il y avait un moment, il y avait un croisement avec les vacances, où il ne faisait pas beau, je ne sais pas. Et puis, il n'y a personne. Mais je pense qu'à Aix-en-Provence aussi, il n'y a personne quand il pleut, il fait froid. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être à Chalon et avoir quelqu'un qui te dit « Vas-y, regarde autour de toi, il se passe des trucs. » Ah, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais pourquoi il ne se passe rien? Alors qu'en fait, c'est pareil d'ailleurs. Hein. Mais du coup, à l'intérieur, ça... Il y a des choses qui remontent. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est des choses qui font travailler tout le temps, parce qu'ils sont ici dans une formation qui est au-delà de comédien, une formation artistique. Mais moi, ma question, c'est de dire à un moment, eux, avec le potentiel qu'ils sont en train de développer en tant qu'artistes, comment, sans punir l'artiste qu'il y a en eux, peuvent-ils participer réellement à d'autres choses qui se font au niveau social, sans être... Souvent, on fait un peu la bataille, tu es un artiste loupé, donc tu vas faire de l'action sociale. Tu es loupé, tu vas faire ça, tu vas faire... Et en fait, c'est l'idée de dire à un moment, ces compétences-là, et dans quelque boulot que ce soit, en fait, la spécialisation, c'est la mort. Et c'est pas la mort dans le sens où il ne faut pas être bon dans ce qu'on fait et être concentré sur ce qu'on fait. Mais si à un moment, on n'ouvre pas un peu la fenêtre pour regarder ce qui se passe autour, surtout dans le métier où il y a quand même prétention à parler du monde, c'est un peu problématique.
Donc l'idée c'est ça, c'est de créer du lien. Et c'est aussi indirectement, je pense que c'est des gens, que ce soit les échanges, par exemple, il y a eu Renaud avec sa cafetière, chacun, je pense que chacun se retrouve à un moment à être là. Putain, mais il y a quelqu'un qui est venu me parler, c'est ça. Pourtant, il n'avait pas l'air malade, il n'avait pas l'air. La personne, elle est venue s'adresser à moi. Je sais pas. Il faut demander aussi le ressenti. On n'a rien, on n'a rien de spécial, mais en fait après ils viennent m'en chercher au marché pour dire si j'ai pensé à ça. En fait ils étaient trop contents quoi. Au début c'est non, et puis après ils venaient leur donner des mots de patois. C'était marrant parce qu'au début ils disaient non surtout pas, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu me parles quoi. Et puis en fait après. Comment vous avez vécu d'aller vers des gens que vous ne connaissiez pas? Comment ça vous fait différent de chacun? Moi je sais qu'il m'a fallu 2 jours. Les premiers jours j'ai peur aussi quoi. Et finalement quand tu vas, quand tu arrives, comment ça se fait? Comment ça se passe? Là les 3 personnes au marché m'ont facilement répondu. Mais j'allais avec la boule au ventre et puis comme il y avait eu ces échecs avec ces femmes qui ne voulaient pas me répondre, de suite non, je ne réponds pas et tracer, c'était dur. J'allais vraiment avec des pincettes et c'était. J'osais pas trop. Et pour moi c'était touché. J'en ai 5 Ouais, c'est dur. Je pense qu'on a pas Oui, c'est vrai. Pourtant, toi, c'est compliqué. Ouais, mais ton métier, tu as une légitimité à poser les questions. Ouais. Et en fait, souvent, tu es dans un cas, 80% des cas, tu es dans un événement où c'est convenu entre tout le monde, il faut parler. Et après, dès que tu dis je suis journaliste, soit les gens se ferment. Bon, ça va peut-être prendre du temps si tu n'as pas d'autre solution. Soit les gens sont ouverts, et tu as une légitimité, là c'est très différent, parce qu'on n'avait pas de légitimité en plus. Quand tu es journaliste, normalement, c'est lié à un événement qui s'est passé il y a longtemps, avant, une problématique qui est déjà très définie. Alors que nous, on était dans une problématique qu'on était en train de définir. Et du coup, tu es quand même sur plusieurs champs en même temps. L'exposition directe, la relation, le sujet que tu ne maîtrises pas, la ville que tu ne connais pas. Du coup, tu mets du temps. À la première personne, tu dis bon, c'était n'importe quoi. La deuxième, tu dis bah, pourquoi pas, mais ça demande en fait de répéter le truc. C'est super compliqué. Autant parler gratuitement, c'est facile. Autant parler parce que tu peux faire parler. En fait, ça devient interdit parce que c'est imposé. Enfin, ça devient difficile parce que c'est obligatoire. Alors qu'au café, tu peux parler avec les gens. Ouais, moi, au bout de 2 jours, je passais mon temps à dire salut, comment ça va. Moi, je trouve ça facile aussi. En fait, j'aborde les gens naturellement, en fait. Et il n'y a pas ce complexe, cette question, mais qu'est-ce que les gens vont penser aussi de moi? Il y va, d'ailleurs, hier, on était au marché de Marseille, et il est allé voir un marchand de savon, et il a dit bonjour monsieur, comment allez-vous? Et ils se sont mis à chanter tous les deux sur le marché, quoi. Et c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte que les gens s'ouvrent au moment où on a cette notion du cœur, en fait. On va les voir avec le cœur et on n'a pas d'arrière-pensée, c'est vraiment un élan, c'est un élan du cœur. Et je le vis au quotidien avec mon frère, et c'est vrai que je l'ai remarqué à force d'observer. Et c'est incroyable en fait comment les gens peuvent se renfermer à cause de leur peur et se dire ah non je vais pas aller les voir parce qu'au final si on y va chaleureusement il n'y a pas de raison que les gens se renferment quoi. Il y a plein de choses possibles même qu'on n'imagine pas. Bien sûr c'est ça. Et c'est vrai que c'est un état, l'état que tu décris avec ton petit frère, c'est un état très dur à trouver. Et c'est vrai que en plus à chaque fois c'est des choses, ça marche par rebond. Parce que tu arrives, la personne se sent menacée, elle émet des signaux, elle se sent menacée, du coup toi aussi. Du coup ça n'arrête pas. La personne n'est pas forcément. Au niveau de la surenchère. Puis elle n'est pas forcément isolée, la personne, il y a aussi les gens qui regardent ce qui se passe, pourquoi
pourquoi il se passe ça? Pourquoi il... Mais ça demande d'être un... Et comme tu dis, la définition un peu de cœur pur, et c'est marrant parce que je vois Gilles derrière. Avec Gilles, on a travaillé sur on a fait une performance sur l'idiot de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est un auteur russe. Et tu as le personnage de l'idiot, le prince Pushkin, c'est vraiment ça. Parce qu'il dit la beauté sauvera le monde. Et il est là, il se prend des torgnoles, il se prend quoi? C'est une victime, comme dirait mon fils. Et mais tellement il est désarmant et les gens se disent ça vaut même pas le coup de le tuer, il aurait presque il demanderait quoi. Ça n'a plus de sens de faire du mal et il devient presque dérangeant parce qu'il te renvoie à toute la violence qui se passe autour de toi. Mais c'est vrai que ça après faut mettre des modes opératoires par rapport aux rencontres, par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est vrai que pour être franc et pour être exact, par rapport à cette année, c'est vrai qu'on a manqué d'espace. Il y avait un espace où on passait pas mal de temps les années précédentes pour travailler ensemble, pour échanger, pour préparer. Et c'est vrai que là, ça a été un peu dur au niveau du lieu. On a eu la pluie aussi, hein. Je pense que la pluie c'était... Ah, vous ne pouviez pas vous réunir entre vous pour gérer? Non mais même pour la pluie, comme on se déplaçait à pied, etc., ça devenait un problème. Parce qu'il a été trempé, les gens étaient pressés. Ça s'est passé, mais tu vois, on était au-dessus. Je vous disais, c'était au moins... Dans le lieu qui était la commune, c'était au moins 2 heures par jour autour de la table. Après, c'est vrai que moi, ça me fait rigoler. Je suis prof d'université, alors j'ai quitté l'école quatrième. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai vu la nécessité de faire ça parce que ça permet à chacun de parler et d'initier des récits. Et c'est vrai que le récit est fondamental, quoi. C'est là où ça renvoie à la mythologie, où tu comprends le sens de la mythologie. Je sais que par exemple, par rapport à la proposition de Renaud, il a fait quelque chose là-haut. Quand on en a reparlé, on a échangé un petit peu. Il avait dit quelques trucs dans un café qui n'était pas forcément directement, qui était à côté. Et tu te dis, mais c'est ça, c'est là. C'est l'endroit qui éclaire la pièce dans le noir. C'est ça. C'est ce truc-là. Mais là, c'est hyper ambitieux. Ça va de l'intimité à la société. À l'universel. Du coup, où est-ce que tu te situes quand tu fais ta recherche? L'angle est quand même hyper large. Ben, l'angle est hyper large, mais c'est ce qui, pour moi, après, c'est plus. Tu dois être plus. Je dois être plus. Arriver à plus accompagner tout en laissant l'errance, parce que là, le caractère d'errance, je pense, fondamental, parce que ce qui permet aussi quelque chose, c'est que je suis toujours un peu inquiet par rapport à la figure de l'acteur. J'arrive, je suis l'acteur, je suis là, je dose, et c'est bon, et tout. Tandis que là, le rapport avec les gens, même avec l'inquiétude qu'ils ont eue, quelque part, bon, ton frère, prends cet exemple-là, lui, c'est par une maladie, etc., il n'a pas cette connexion-là. Nous, quand on l'a, on doit passer au travers de ça. Il y a un moment où on est un peu en errance. Oui, puis on n'a pas. Et quand on est en errance, vraiment, moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme une cloche qui aurait perdu son carillon. Et en fait, les gens que tu vas rencontrer vont devenir ton carillon. Mais ça demande d'atteindre cet état. Et cet état, il est très dur parce que, en même temps, comme le dit Renaud, c'est vrai qu'en demandant de chercher quelque chose, tu es dans un aspect volontaire au départ, puis tu vois que ça se dérobe, puis c'est un peu comme ça. Il y a un côté la fameuse soi naturelle, c'est impossible. Soit errant, c'est pas possible. Il y a quelque chose de... la double contrainte là, qui est... donc, je sais pas, c'est dur à mettre en place, quoi. Parce que c'est un truc qui est antinomique. Bon, c'est un désir, et en même temps, est-ce que ça marche à chaque fois? Ça m'évoque un boulot que je fais, c'est un travail, c'est ingrat au possible, c'est ça le travail, c'est d'aller parler aux gens dans la rue. Et tu as un objectif, c'est les recruteurs de donateurs. Oui. Tu vas chercher des donateurs dans la rue pour des associations. Tu vas demander aux gens leur RIB en leur expliquant ce que fait l'association, à quoi ça va servir et qu'il faut qu'ils donnent tous les mois. C'est pas un nom unique, en plus tu as une vraie démarche, tu es présent et tu es dans un lieu fixe.
Et ça me fait juste, ça me traverse parce que tu es dans un lieu fixe, tu bouges pas, mais tu erres. Et tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, mais tu es en errance totale. Et il y a un moment où presque le fait d'être stagnant dans cette errance aide à aller vers les gens parce que tu es désemparé au bout d'un moment. Pourtant tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu vas faire et tu sais où tu es. On te donne ce cadre et malgré ça, il y a cette errance aussi. J'ai une théorie là-dessus qui n'est pas seulement la mienne, j'imagine, hein, mais le fait de ne pas bouger te permet de voir plus amplement le monde. Parce que d'un seul coup, comme tu ne bouges pas, tu vois tout ce qui bouge. Alors que toi, quand tu bouges, tu vois moins de choses. Et d'ailleurs, quand on va très très vite, on voit très peu de choses dans un véhicule. Et c'est la même chose. Et si tu veux voir beaucoup de monde, il vaut mieux ne pas bouger. Là, tu as des chances de croiser des gens que tu n'aurais pas croisés si tu bougeais. Parce que quand tu bouges, tu vas toujours t'attendre, tu vas chercher en fait. Donc tu n'es plus en errance, déjà, tu es déjà en travail. Alors que quand tu es arrêté paradoxalement, en fait, tu prends les vagues qui arrivent. Pas sur le même temps, et c'est vrai que pour continuer sur cette métaphore-là, moi il y a une image qui me plaît beaucoup et que j'utilise parce que je la trouve, en tout cas, elle synthétise un peu mon rapport à la production artistique. Et puis, au-delà de ça, c'est pas une production artistique, c'est une réflexion sur ce qui se passe dans le monde. C'est de se dire, tu sais, quand tu prends un train, tout ce qui est immédiat proche de toi passe très vite. Et tout ce qui est lointain est immobile. Et tu arrives à le saisir. Et cette espèce de distance, d'état, c'est quelque chose que je cherche parce que je me dis, c'est un moment où tu es déconnecté en fait de la réalité des principes physiques, parce que le fait réel, c'est que tu vas vite, si tu t'embrasses, tu te fais arracher par un arbre. Et en même temps, derrière, au lointain, tu as des choses qui sont là et qui restent immobiles. Et c'est inversé. Oui. On entend la démarche soit statique et le monde bouge à une vitesse. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est d'être en... Je crois que le côté un peu boule de billard est intéressant. Parce qu'il y a quelque chose d'involontaire. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'arriver à une candeur tout en ayant des demandes déterminées, c'est très compliqué. Ah ouais, c'est l'histoire de l'écart, de la double contrainte. Et c'est pour ça que d'être dans ce truc, je sais pas, c'est l'année dernière, après je vous donne des exemples jolis qui ont fonctionné, qui étaient touchants, mais c'est vrai qu'il y a une des nanas l'année dernière, elle était vraiment paumée. J'arrive pas, je trouve pas, et elle était tout le temps avec son sac à dos, elle se trimballait avec son sac à dos, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où aller. Elle se retrouve à faire un truc un jour, elle se retrouve sur la place maintenant que vous connaissez, la cathédrale, et tu avais plein de gens devant et tout. Et vraiment, Saint-Vincent. Et elle est là, elle n'en peut plus, elle se dit bon, il y a les gens, et puis elle est rentrée, elle a assisté à l'enterrement. Et en fait, il y avait le maire et tout, il y avait tout le monde. Elle a tout raconté. Elle a tout raconté. Et c'était délirant, quoi. C'était délirant parce que c'était con comme truc, c'était pas une recherche, elle s'était retrouvée paumée, elle s'était retrouvée dans un enterrement, avec des trucs comme tu peux avoir des fois dans les enterrements, le mec il adorait le rock'n'roll, t'as eu un gros morceau de rock, tu as une notable, t'as eu tous les trucs, et t'as une espèce de truc entre elle, le fait elle savait plus où aller, elle savait plus, elle se retrouve dans une église, pardon, mais bon, voilà. Et puis c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis elle capte des trucs, elle se retrouve avec le machin. C'est un lieu, par exemple, dans l'homme qui, comment ça s'appelle pour un chapeau, qui a fait l'homme qui avec Peterbourg. Il avait un patient qui n'avait pas de mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, il oubliait. Et lui, il était bloqué à ses 27 ans, alors qu'il en avait 55 passés, quoi. Et il l'avait recueilli. Cet homme était un peu perdu parce que comme il n'avait pas de mémoire, il pouvait jouer aux dames mais pas jouer aux échecs par exemple. Il pouvait écouter une chanson mais pas écouter un opéra, c'était trop compliqué. Et un truc qu'il faisait beaucoup dans l'hôpital qu'il avait recueilli, c'était d'aller prier. Et ça c'était une activité qu'il pouvait faire des heures durant avec la même conviction sans être interrompu. C'est assez marrant sur la nature des choses qu'on peut faire, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant pour savoir ce que c'est de prier, de se concentrer. C'est un acte particulier. C'est un acte particulier. Moi qui ne suis pas croyant. Mais il y a l'endroit, là c'est.
je pars loin, mais je pas que je pars loin, mais je suis en train de lire un livre, c'est Mircea Eliade sur Éternel Retour. Et en fait, il parle, vu que quand même la structure, il y a les faiseurs de pluie, et j'ai mis en place Mythologic Factory pour le rapport à la mythologie et pour l'action sociale. Il parle d'un truc, en fait, tu as des actes, tu as des moments dans la vie qui sont paradigmatiques, en fait, qui sont une représentation du monde fini, terminé, réussi, acté. Et en fait, le rituel fait que tu passes ton temps à refaire ce truc-là. Et du coup, il y a toute une théorie sur les sociétés, plutôt des sociétés primitives, qui passent leur temps à refaire les trucs. Et c'est assez intéressant par rapport à l'acteur. Parce que l'acteur passe son temps à refaire quelque chose à un endroit, mais en même temps, c'est tout autre chose. Il a un endroit qui en même temps est, ce qui est intéressant et ce qu'il décrit, c'est qu'il dit que dans ces sociétés primitives et tout, c'est qu'être au monde, c'est à chaque fois revenir à cet endroit où tu n'es pas toi en tant qu'individu, mais tu es au monde. Tu es en connexion parce que tu fais quelque chose qui est inscrit dans le temps, dans la durée, et ce sont des choses simples qui sont se dire bonjour, qui sont... Le vivre, c'est une éternelle répétition, hein. On ne se rend pas compte. On croit qu'on fait un métier spécial, mais en fait, c'est la commande. C'est gratuit. Ouais. Mais voilà, c'est un travail en cours, de toute façon. J'ai essayé de trouver comment ça peut fonctionner, mais moi je trouve qu'ils amènent, à chaque fois, ils amènent quelque chose de particulier, les gens, c'est une manière particulière. Et d'autant plus... Les gens qui savent, tu veux dire les gens qui passent. Non, les gens qui rencontrent, parce qu'ils sentent qu'il y a une volonté derrière, en même temps, parce que c'est en évolution, je me pose la question à un moment de vraiment avoir une institution et les gens qu'ils ont rencontrés. Est-ce qu'ils sont venus, ouais. Et je pense que même je après c'est complexe parce qu'il y a des choses, par exemple, Sarah a abordé un sujet-là, où elle a des noms, et tu vois, à chaque fois je retravaille derrière, pas sur leur travail, hein, si j'essaie de raisonner. La fin de l'année me parle. Sur le travail de Sarah, tu fais des ans, Oui, il est déjà à l'échelle. Est-ce que tu changes les noms des gens? Bon, Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte parce que l'effet voulu, c'est plus le fait qu'elle soit allée récolter une parole qu'elle n'aurait pas eue normalement, et qui a créé du sens et qui l'amène, elle, à penser des choses. Et c'est pas de dire que machin il n'aime pas les arabes et de trucs. Non, mais non. Et que voilà, s'il se passe ça, si la personne c'est, comme on dit, ad hominem, non, mais je voulais pas dire. Quoi, tu rentres dans autre chose. Donc tu es dans un endroit d'indéfini, mais en même temps qui tente de dire parce que ça c'est indéfini, ça c'est indéfini, ça c'est indéfini, il reste cet espace-là. Et c'est compliqué. Parce qu'en effet, on reste dans un travail artistique où ils sont donnés du mal, ils ont pris du temps. Je te dis, comment après tu communiques là-dessus tout en gardant du sens par rapport à là où tu veux aller, tout en gardant ce côté brut et tout en ayant le souci que ce soit entendable. Moi, je trouve que, par exemple, il n'y avait aucun jugement, enfin, j'ai pas senti un jugement de sa part sur... tu vois. Et moi, j'imagine la personne que tu as interviewée, si elle venait vous voir, je ne sais pas si elle se sentirait mal, parce que, après quoi, elle a dit ce qu'elle a dit, et toi, tu ne la juges pas, en fait. Ça dépend quand tu entends les choses. Ça dépend. En tout cas, moi, ce que je trouve que ce serait intéressant de... Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi qui est chouette de montrer aux gens de la ville, quoi. C'est quoi un processus de création, et qui rencontrent là, vous rencontrent dans la rue, puis que vous les invitiez à venir la fin de semaine voir ce que vous en avez fabriqué en disant bah voilà, c'est en cours, c'est intéressant. Mais là, ça demande une forme, réellement. Ça demande une forme travaillée esthétiquement pour accompagner le propos. Par contre, ce que je n'ai pas dit, j'ai pensé très fort plusieurs fois, et tu m'y fais penser, c'est que ce qu'ils font, moi ce qui m'intéresse vachement, c'est quand même les gens sentent qu'ils ont un besoin de réponse. Donc la personne qui parle acte quelque chose. Et ça, c'est hyper important parce que tout d'un coup, elle est trop tolérant avec les Arabes, je l'ai acté. Et je
pense que la personne, autant elle véhicule un mot avec et elle véhicule différemment. Parce qu'en plus, t'as pas la personne en fait qui va dire quoi tu dis ça. Non, non, C'est bon? c'est toi. Ça renvoie aussi à la manière dont on parle. Super sympa. On va lancer. Tout le monde, pour tout le monde? Oui, il faut que les gens reprennent leur verre. Bon, prenez vos verres et puis on va manger quelque chose que Nicole a préparé. C'est un problème. Non mais à gérer pour tout le monde en fait. C'est pas qu'un problème. Mais même moi, je le dis, enfin, surtout quand on avait envoyé la problématique à Céline avant Chalon, j'ai dit, putain, je sais pas, qu'est-ce que Gilles Joly, il y a un planning de répétition des options. Il y a un planning des répétitions des options. Pardon? Il y a un planning des répétitions des options.